Ouais, c'est très bien. Bah, je sais pas. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Ismaël Boudjekada. Je suis élu à Grand Charmont dans le Doubs sans étiquette. Et à côté de ça, je suis essayiste politique, donc j'ai publié 4 ouvrages. Concrètement, je dirais un petit peu des deux, pour donner raison un peu à tout le monde, on va essayer. Bien évidemment qu'il faut importer ce conflit ici parce qu'il nous concerne. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de fourvoyer un certain nombre de valeurs de notre pays, la France, qui a eu quand même la réputation d'être une nation qui voilà, défendait les droits de l'homme corps et âme. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on est en train d'invisibiliser le peuple palestinien. Donc bien évidemment, j'essaye de l'importer. Mais pour ceux qui, par cette étiquette, à savoir vouloir faire croire que je cherche à importer ce conflit en France, voudraient faire croire que je surfe sur le buzz du 7 octobre et les semaines qui ont suivi. Je rappelle quand même que ça fait 10 ans que je suis engagé sur la question pro-palestinienne, tout simplement. Alors très honnêtement, je ne peux pas en dire beaucoup sur la manière dont j'ai réussi à infiltrer ce groupe, mais il faut savoir que j'ai pu y arriver grâce à un concours de circonstances. C'est absolument pas prévu. Par contre, il y a eu de découverte en découverte. Au départ, je pensais que c'était un simple groupe de sionistes qui déliraient entre eux puis qui tenaient des propos borderline. Encore, je pense que je suis gentil quand j'utilise ces propos. Mais quand je me rends compte que des enveloppes sont mises sur la tête de militants pro-palestiniens, quand je me rends compte qu'il y a du trafic d'armes, quand je me rends compte, scandale, que cette fois-ci il y a un membre de la police aux frontières dans ce groupe, ben là, pour le coup, j'ai une obligation morale que de me positionner publiquement. Et d'ailleurs, j'y suis même contraint. C'est l'article 40 du Code de procédure pénale qui me l'oblige. Non, honnêtement, pas du tout. Parce que, tout simplement, je savais qu'à un moment donné, j'allais devoir parler. Donc ça s'est fait assez naturellement. J'ai quand même réuni ma famille pour leur demander l'autorisation de parler. Parce qu'il y a des risques aussi pour la sécurité de mes proches. À partir du moment où j'ai eu leur feu vert, je savais que j'allais être découvert puisque c'est moi qui allais leur donner mon identité. Et donc c'est ce que j'ai fait par la suite. Alors ça va crescendo. Au départ, je me rends compte qu'il y a des commandes de ces fameuses étoiles de David qui ont recouvert les murs de nos grandes villes et principalement d'ailleurs de Paris. Ces mêmes tags qui ont été présentés comme antisémites. Donc je me rends compte que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pris position en pointant du doigt la communauté musulmane de France comme étant à l'origine de tags présentés comme antisémites. Et au final, je me rends compte que ce sont ces sionistes qui les ont commandés. Donc déjà, pour moi, c'était un premier scandale. Ensuite, je me rends compte qu'effectivement, on a mis une enveloppe de 5 000 € sur la tête d'une influenceuse pro-palestinienne pour la faire séquestrer dans une cave. Ensuite, je me rends compte qu'il y a pas mal de photos d'armes à feu et compagnie, et vraisemblablement, ces gens trempent dans un trafic d'armes. Et là, cerise sur le gâteau, c'est là que je comprends que l'affaire prend une toute autre dimension. Je me rends compte qu'il y a un certain Michael Marciano qui est membre de la police aux frontières et qui proposait son aide à ces gens potentiellement mouillés dans un trafic d'armes en cas de problème, je cite, à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc véritablement, c'est un scandale qui touche aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. N'avez-vous pas eu peur pour votre personne en découvrant qu'un proche du ministère de l'Intérieur était dans ce groupe? Sérieusement, c'est peut-être de la naïveté mal placée, mais j'aurais plus tendance à dire que ma détermination et mes principes prennent le dessus dans ce genre de situation. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a qu'à regarder le contenu que je publie au quotidien à travers mes réseaux en tant qu'élu de la République, quand il y a des scandales à dénoncer, et je les dénonce. Et à partir du moment où je me rends compte que je mets le doigt sur un véritable scandale d'État à mes yeux, et que effectivement ça implique aussi de remettre en question ma propre sécurité si j'en tais, mais c'est qu'au final, effectivement, là on peut me taxer de jouer que sur le buzz dans des affaires au final qui sont insignifiantes. J'estime que c'est ma responsabilité de citoyen, d'élu, et je dirais même de citoyen de confession musulmane. Parce que justement, je parlais de Darmanin avec l'attaque antisémite, il faut bien rappeler qu'on essaie de nous mettre ça sur le dos. On nous crache au quotidien au visage, à un moment donné il fallait riposter. Et cette volonté de rendre justice à ceux qui ont été lâchement attaqués par le premier flic de France, elle a pris le dessus sur les questions de sécurité et compagnie.
J'ai envie de dire tout. Tout, il n'y a pas eu une information plus qu'une autre. Au départ, quand je me rends compte voilà, sur la question des tags présentés comme antisémites par la presse, par le ministre de l'Intérieur et compagnie, déjà là, quand je me rends compte que ce sont les sionistes eux-mêmes qui les commandent, je me dis, attends, Israël était obligé de rendre justice à la communauté musulmane. C'était un devoir moral. Mais plus j'avançais, plus je me disais, ah oui, non, là, faut balancer. Quand je découvre cette fois-ci qu'on est plus sur quelque chose qui relève d'un scandale d'État, pour le coup, je décide de me mettre en mode pause psychologiquement, de réunir ma famille et de leur demander l'autorisation de m'exprimer publiquement. Parce que là, c'était plus une décision seulement personnelle. Je savais que ça allait impliquer leur sécurité. Et pour preuve d'ailleurs, hein, quelques semaines plus tard, les photos des membres de ma famille et leurs adresses ont été rendues publiques. Au final, enfin au tout départ, je prends ça, je ne pas dire à la légère, mais ça me fait ni chaud ni froid. Il faut savoir que ça fait 15 ans que je suis engagé et que je mets en avant des dossiers qui sont relativement polémiques. Donc les menaces de mort, j'ai envie de vous dire, ne serait-ce que sur l'année 2023, pour vous donner un ordre d'idée, de novembre 2022 à novembre 2023, il n'y a pas eu un mois sans que je reçoive plusieurs centaines de menaces de mort sur différents dossiers. Donc je ne vais pas vous dire que j'y suis habitué, mais presque. Et donc voilà, de ce point de vue-là, là où ça a commencé à prendre de l'ampleur, effectivement, c'est quand j'ai vu les visages des membres de ma famille et leurs adresses rendus publics avec des plans pour savoir comment s'introduire chez eux. C'est parti très loin. J'ai aussi constaté que donc dans un des groupes qu'ils ont créé, après avoir compris que je les avais infiltrés, donc ils ont mis une enveloppe sur ma tête. D'ailleurs, j'étais relativement vexé pour la petite touche d'humour parce qu'ils proposaient 1000 à 2000 euros. Donc franchement, j'étais dégoûté. Ils ont mis 5000 pour une autre influenceuse et donc mon ego en a pris un coup. Mais je prenais pas véritablement ça au sérieux outre mesure. Je pars du principe que ces gens-là sont comme les crocodiles, une grande gueule et des petites pattes, comme on dit. Et il s'avère que j'ai eu une tentative d'infiltration à mon domicile avec 3 personnes qui ont essayé justement de rentrer chez moi, que j'ai pu surprendre. Et là, pour vous dire, est-ce qu'il y a eu un sentiment de peur? Absolument pas, c'est pas pour jouer le super-héros. Hein. Mais je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus sur le qui-vive qu'avant. Le moindre bruit, vous avez psychoté, est-ce que cette fois-ci c'est encore pour moi? Mais on s'y fait. Et en tous les cas, moi, ma priorité, c'est bien évidemment la sécurité de ma famille. Le public, dans son immense majorité, au départ, il y a quand même un petit groupe de personnes qui arrivent et qui disent non, c'est pas possible. C'est faux, c'est trop gros pour être vrai. Puis au final, on se rend compte que je reçois énormément de soutien et que la presse, qu'elle soit internationale ou nationale, commence à en parler et commence à confirmer tout ce que j'ai annoncé. D'ailleurs, par exemple, dernière information en date, dans ces groupes que j'ai infiltrés, on a l'adresse du député David Guiraud de la France Insoumise qui avait été rendue publique et ils expliquaient prévoir quelque chose à son domicile. J'ai prévenu le parlementaire et il s'avère que le 3 janvier dernier, eh bien effectivement, il a eu une agression à son domicile. Donc tout ce que j'ai dit du début à la fin était confirmé, donc les doutes du départ finalement ont vite été mis de côté parce que les gens se sont rendus compte que ce que je disais était totalement vrai. Et d'ailleurs le ministre de l'Intérieur lui-même a annoncé l'ouverture d'une enquête interne contre le policier de la police aux frontières, qui je le rappelle est quand même en poste et n'est toujours pas suspendu. Maintenant, comment ça a affecté ma vie personnelle? Honnêtement, sur ma vie personnelle, mes rendez-vous, je les prévois. Je fais en sorte sur les déplacements publics les plus importants d'être accompagné par un service de sécurité. Et puis voilà, mais sinon ça n'a pas changé outre mesure. C'est vrai que je continue ma vie comme d'habitude. Professionnellement, je vous dirai ça dans quelques mois, mais je pense que j'ai mis un bon coup de pause à ma carrière professionnelle. J'ai envie de vous dire, dans le milieu politique, on a affaire majoritairement à des gens qui commencent à vite flipper lorsqu'ils comprennent qu'ils peuvent se mettre à dos les plus influents de ce monde. Et donc le lobby sioniste est un lobby extrêmement puissant. On va pas se mentir. D'ailleurs, on nous parle actuellement de boycott et on se rend compte que la liste de produits à boycotter, de marques, de firmes et compagnie est interminable. Certaines découvrent l'ampleur de ce lobby aujourd'hui. Et donc de ce point de vue-là, vous savez, un petit billet pour financer la campagne électorale, etc. En général, ça en motive certains à se taire et à baisser leurs pantalons et vendre leurs principes. Et donc c'est clairement ce qu'on constate aujourd'hui dans le milieu politique. Donc après, j'attendais pas de soutien de ces gens-là, clairement, je m'en passe, qui plus est.
Maintenant, venant de la sphère médiatique, j'ai envie de dire, c'est que la presse nationale française qui n'a pas joué le jeu. Aujourd'hui, on a un groupe de journalistes d'investigation qui est encore en train d'enquêter, et tant mieux, c'est ce que j'ai demandé. Mais mis à part ça, on se rend compte que les médias ont été extrêmement frileux. D'ailleurs, petite dédicace à Pascal Pro, qui j'ai envoyé l'affaire par SMS. Et bizarrement, comme ça va pas dans son sens, et Pascal Pro, sa grande bouche, il l'a fermé assez rapidement aussi. Donc je trouve que voilà, c'est ce genre d'affaires, ça a au moins le mérite de faire tomber un certain nombre de masques. Et est-ce qu'à un moment, vous avez pensé à utiliser des leviers internationaux, tels que la Cour pénale ou les Nations Unies? Honnêtement, ça n'a pas encore été jusqu'à là. Là, on y va vraiment, comme on dit, step by step. On a saisi, bien évidemment, le procureur de la République pour faire en sorte que ces individus soient poursuivis, pour essayer d'obtenir des sanctions aussi, parce que c'est quand même, c'est la moindre des choses. Et on se rend compte qu'à chaque fois, on retrouve des circonstances atténuantes. Ah, mais c'est peut-être un effet de groupe et compagnie. Sauf que, à nous, ceux qui s'appellent Ismaël, Mohamed, Adil et compagnie, on n'a jamais le droit à l'excuse de l'effet de groupe. Hein. Notre porte, elle aurait été pétée le lendemain. Donc voilà, je trouve que c'est assez particulier. Et une fois encore, on en revient à ce 2 poids 2 mesures. Qu'est-ce que vous pensez du silence du ministre de l'Intérieur? Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de lui? Alors, permettez-moi un petit peu de légèreté. Comme on dit, avant de monter au cocotier, il faut s'assurer d'avoir le derrière propre. Et en l'occurrence, permettez-moi de dire, j'aimerais pas voir le caleçon de M. Darmanin. Une fois qu'on a dit ça, je pense que M. Darmanin, dans cette affaire, au final, ça a permis de mettre en lumière le fait qu'il parlait un petit peu trop vite, qu'il avait une tendance, histoire de plaire à certains, à vite pointer du doigt la communauté musulmane de France, au point d'aller dire à Mme Le Pen qu'elle est trop molle sur les questions liées à l'islam. Et donc, lorsqu'il s'est rendu compte, à travers mes révélations, qu'il avait un petit peu trop vite parlé, que ça nécessitait à minima des excuses, et dans le meilleur des cas, sa démission, et je pense qu'il s'est fait tout discret, et il s'est contenté de l'ouverture interne d'une enquête. Et donc voilà, je pense que M. Marciano servira simplement de fusible, comme d'habitude. Hein. M. Darmanin est bien accroché à son siège, et il y a de nouvelles affaires qui viennent de tomber, on espère vite s'en débarrasser. Avez-vous tout de même reçu un soutien particulier de la part de personnalités publiques? Oui, il y a un certain nombre de personnalités qui m'ont soutenu. Idriss Sy Ahmedi, l'ancien président de Maracas City, qui lui d'ailleurs a subi la pression du gouvernement français dans, on va dire, sa politique qui commençait déjà à devenir de plus en plus islamophobe avec des lois liberticides contre la communauté musulmane de France, à qui on voulait absolument empêcher de s'organiser. Mais sinon, j'ai aussi des artistes comme Jessie Matador, Makassi, etc. Donc on a quelques personnalités qui effectivement sont sorties du bois. Mais effectivement, j'aurais bien aimé quand même que certains artistes engagés se positionnent, non pas pour me mettre en lumière, mais pour mettre en lumière le message qui était porté à travers ces révélations. Et je trouve que beaucoup sont restés silencieux. On peut parler de Médine par exemple. Médine est très engagé sur la question palestinienne. Moi, je suis extrêmement surpris qu'il ait pas pris position sur ce genre de révélation. On va parler de l'intégralité des parlementaires de gauche, que j'ai pris le temps de contacter personnellement, parce que dans le groupe que j'ai infiltré, ils étaient aussi mis en avant avec leurs identités, leurs adresses et compagnie. Pas un n'a eu la décence de répondre. Donc maintenant, comme je le disais, moi, ça m'a permis de me rendre compte aussi de la fiabilité des uns et des autres. Mais sinon, effectivement, j'ai quand même reçu énormément de soutien. Ce que je retiens, c'est le soutien de nos concitoyens, de toute confession par ailleurs. Comment est-ce que vous percevez la réaction des médias face à la situation? Et est-ce que cela contribue à faire avancer votre cause? Concrètement, j'estime que les médias internationaux ont joué le jeu, ont relayé les faits de manière précise, de manière neutre. C'est ce qu'on leur demande. On leur demande pas de valider tout ce que je dis sans vérification. On leur demande de faire leur travail de journaliste. En France, toutefois, je me suis rendu compte que ça n'intéressait pas, qu'il y avait une volonté de camoufler tout ça et parfois de minimiser. Actuellement, on est, comme je le disais tout à l'heure, un panel de journalistes d'investigation reliés au Canard enchaîné, etc., qui enquêtent. Et donc voilà, j'attends de voir la suite. Est-ce que ça a fait avancer la cause? Pour l'instant, c'est difficile à dire. Je pense que c'est vraiment dans les mois qui vont arriver que j'arriverai à juger tout ça. Ce que je sais, c'est que ça a fait un bruit mais phénoménal, et que les plus hautes sphères du pouvoir, en tous les cas en France, ont eu accès à ces révélations et ont eu un certain malaise face à ces révélations. Je prends par exemple une petite anecdote. Jean-Baptiste Djebbari, l'ancien ministre des Transports d'Emmanuel Macron, qui lorsque
J'explique sur Twitter devenu X que Gérald Moussa Darmanin est très silencieux et que j'attends de lui qu'il sorte du bois. Il a liké ma publication sans faire exprès. Donc j'ai eu le temps de capturer et puis ensuite il a enlevé son like forcément. Et je lui ai dit voilà, bon, j'ai vu votre like par erreur. Et je vous invite en tous les cas à passer le mot à votre ancien collègue. Et en quoi cette affaire a eu des implications au-delà de votre cas personnel, que ce soit en termes de liberté d'expression et de démocratie? Mais au-delà de cette affaire à elle seule, ce que ça met en lumière, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un espèce de deux poids, deux mesures permanent. Je le disais, on parle de personnalités éminemment influentes, du milieu du commerce parisien principalement, et on se rend compte qu'il n'y a pas de fermeture administrative, il n'y a pas une garde à vue, il n'y a pas d'arrestation, il n'y a rien. Et donc je pense que ça a mis un petit peu plus en lumière le fait que depuis des années aujourd'hui en France, il y a des lois profondément islamophobes qui sortent du bois ici et là. Et là, ça devient inquiétant. On est en train de tomber dans une espèce de dictature de la pensée unique où on nous impose une version de l'histoire et quand on vient pour nuancer avec ce genre de révélation, eh bien, on refuse de nous donner la parole. Et c'est là que ça devient inquiétant parce qu'il n'y a même plus de doute sur le fait que notamment les médias, en premier lieu, sont en train de participer à une propagande. Ils ne sont plus dans un rôle d'information, ils sont dans du militantisme qui vise à invisibiliser et criminaliser le peuple palestinien aujourd'hui. Alors, à partir du moment où il y a quelque chose à dénoncer, bien évidemment, il faut le faire. Mais il faut le faire de manière intelligente et pas forcément en prenant les mêmes risques que moi j'ai pris. Si je me suis permis de les prendre, c'est parce que je savais aussi que j'étais suivi, que j'ai cette casquette d'élu de la République et que forcément il y allait avoir un écho et que ça participait quelque part aussi au maintien de ma sécurité. Donc moi en tous les cas j'estime qu'il faut déjà aller voir un avocat compétent et d'ailleurs il y en a un certain nombre qui ont été mis en lumière avec les récents événements. Et j'en profite pour dire que j'ai monté fin août 2023 un collectif qui s'appelle Unis pour une meilleure société où on a 15 avocats qui sont bénévoles et qui bossent en fait sur tout type de dossiers, tout type de dénonciation d'injustice, etc. Et donc l'objectif c'est de participer à notre organisation de citoyens, je dis pas d'organiser toute la communauté nationale, mais à minima qu'on y joue notre propre part. Et donc le seul conseil que j'ai à donner, c'est ne vous limitez pas lorsque vous souhaitez justement dénoncer et surtout organisez-vous parce que le temps du silence, il doit être révolu très très rapidement. On regarde comment la société est en totale perdition aujourd'hui. Concrètement, j'ai pas eu plus de nouveau que ça parce qu'il faut savoir que quand ils comprennent que je les ai infiltrés, ils ouvrent un deuxième groupe que j'arrive à infiltrer aussi. Et ensuite ils ont ouvert un troisième groupe, mais cette fois-ci pour y rentrer il fallait faire une note vocale pour réciter un certain passage de la Torah et compagnie, enfin bref, j'ai même pas les termes, c'est très technique maintenant pour y rentrer. Donc j'ai pas eu d'autres éléments, j'ai encore des éléments qui me parviennent sur les menaces, sur l'enveloppe qui a été mise sur ma tête et compagnie. Mais au-delà de ça, non franchement il n'y a pas eu de nouveau. Alors concrètement, moi ce que ça m'a permis aussi de voir cette affaire et bien d'autres, c'est que les gens au final, ils sont dégoûtés, non pas par le monde politique, mais par ceux qui en font, et il y a une vraie conscience citoyenne dans ce pays. Et l'objectif là en 2024, j'ai lancé un concept qui s'appelle Tous candidats, et ça va être des formations pour des citoyens, histoire de leur donner quelques clés pour leur expliquer comment on se présente, comment on fait un compte de campagne, comment on met en place un programme financé, etc. Plutôt axé sur le local. Et puis également un objectif de 577 candidats indépendants en dehors de tout parti aux élections législatives prochaines. Et je vous balance l'idée comme ça, pourquoi pas une candidature citoyenne à l'élection présidentielle de 2027 annoncée dès 2024. En tous les cas, il y a pas mal de projets qui arrivent et je vous fais cette petite exclue. Très bonne question. Moi, je pars du principe que les Français, historiquement, on a toujours vu que c'est un peuple qui
qui prend le temps pour démarrer, mais quand il arrive à saturation, il est capable de très très grandes choses. Aujourd'hui, plus on est en train de maintenir les gens dans une pauvreté grandissante, plus au final on est en train de semer les graines de la résistance, j'ai envie de vous dire. Donc moi ce que je constate, c'est pas du tout un peuple qui est à bout, c'est pas du tout un peuple qui est désabusé, c'est un peuple qui en a ras-le-bol et qui se sert justement de ça comme carburant pour essayer justement d'inverser la situation, de faire en sorte aussi... Vous savez, il y a des études sociologiques qui sont sorties et qui expliquent que les Français sont dans un pessimisme à la fois altruiste, donc pour les autres, et prospectif. Ils sont inquiets aussi pour leur propre avenir. Et donc je pense que, vous savez, dans la langue chinoise, le mot crise a la même racine que le mot opportunité. Donc je pense que de cette crise sociale, de cette crise politique, de cette crise économique, va naître justement un sursaut citoyen. C'est tout ce que je souhaite en fait. Quel message souhaiteriez-vous passer à la jeunesse française au vu du climat actuel et des nouvelles lois qui sont votées? Première chose, ne vous résignez pas. Arrêtez de penser que le vote est truqué comme on l'entend à tous les coins de rue. Et je dis, est-ce que le vote est truqué? On n'a pas de certitude. Peut-être que oui, peut-être que non, mais dans le bénéfice du doute. Levez-vous le dimanche matin, même l'après-midi, ça ferme à 19-20 h. Allez faire une petite balade, allez voter, et puis ensuite on verra. Moi je peux vous dire que les jeunes aujourd'hui, ils sont la clé d'un véritable changement. Quand on voit nos anciens qui votent eux massivement, et qui ont mis en tête le président de la République actuelle, Emmanuel Macron au départ parce qu'il était beau, puis ensuite pour je ne sais quelle raison. Ben, faut pas s'étonner si nous les jeunes aujourd'hui, on est mis sur le banc de touche. Donc si vous voulez un vrai changement, bougez-vous. Parce que pour se faire respecter, il faut avoir un poids électoralement et donc se mobiliser. Donc j'en appelle vraiment moi à la mobilisation et pas à l'immobilisme, parce que ça doit pas être une option en fait, tout simplement. On ne peut pas se plaindre qu'on se fait marcher dessus. Et c'est aussi un message à la communauté musulmane de France. Ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'on est 6 millions. Ça fait 20 ans qu'on nous dit par ailleurs qu'il y a 6 millions de Franco-Algériens. Donc déjà il y a une incohérence. Qu'est-ce qu'on fait des Mauritaniens? Qu'est-ce qu'on fait des Congolais? Qu'est-ce qu'on fait des convertis à l'islam, etc. de manière générale? Donc les chiffres déjà sont biaisés. Et comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, on est représenté pour la communauté musulmane, alors même qu'on ne l'a pas demandé, par un certain Charles Goumi, comme j'aime l'appeler. Et donc la réalité, c'est qu'on n'est pas organisé. Et donc on se permet de nous imposer ces représentants. Donc voilà, je pense qu'il faut en tirer des leçons, s'organiser, se mobiliser, puis vous verrez qu'on se fera respecter de cette manière. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Écoutez, le mot de la fin, c'est on continue à se mobiliser. En tous les cas, vous pouvez compter sur moi pour le faire. Et l'objectif, justement, c'est de vous donner aussi rendez-vous sur les différentes plateformes, à savoir TikTok principalement, où je diffuse la plupart de mes dossiers. Et puis, je rappelle vraiment l'utilité de ce collectif, donc l'UMS. Et c'est un collectif où on aide ceux qui en font la demande, et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, si un jour on peut être utile, vous savez qu'il y a une main qui est tendue. Est-ce qu'on aura l'occasion de vous revoir? Oui, j'espère.